Euh, un sans fil. Oui. Parce que juste, j'ai l'impression que... Non, j'aime pas les fils. Allô? Oui. Je sais pas pourquoi je dis allô, en plus. On ne dit pas allô à un micro, mais c'est pas grave. Euh, alors, tout d'abord, moi, je voudrais, avant de rebondir, parce que je vais surtout rebondir, j'ai pas mal d'éléments à donner qui relèvent tant de mon parcours et du parcours de toutes les femmes que j'ai vues militer dans le mouvement ouvrier ou le mouvement politique dit progressiste. Euh, D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette soirée. Parce que si j'en suis venue à la politique, il y a quelques années déjà, en fait, les personnes qui ont éveillé ma conscience politique et ma conscience féministe ont été avant tout des historiens. Voilà. Et que c'est une des choses qui m'a manqué dans mon engagement politique, qui est passé par des partis avant d'arriver à la France insoumise. Et je salue la forme mouvement. Un des éléments voilà, qui m'a motivée dans ce qu'est la France insoumise, c'est aussi la rencontre avec des penseurs, des intellectuels, des historiens, des sociologues, parce que c'est eux qui m'ont amené à avoir une conscience politique. Bien sûr, il y a des rencontres avec des politiques, mais c'est d'abord la connaissance, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, qui ont façonné un moment, je me suis retrouvée à me dire mais c'est pas possible, comment on fait? Et j'en suis arrivée à passer le cap et aller vers le politique. Voilà, donc déjà ça c'était mon premier point. Mon premier point. Alors, tu l'as très bien, on va dire, résumé, condensé, même si... parce que c'est très très long, hein, l'histoire tant du mouvement féministe et de son parallélisme ou de son croisement avec le mouvement ouvrier. En tout cas, en ce qui me concerne, et j'ai envie de dire en ce qui concerne la France insoumise, on va se dire qu'on relève d'un courant de féministe lutte de classe, ce qu'on appelle le courant féministe lutte de classe, dans le sens où, pour nous, la question du patriarcat, le patriarcat est un système de domination complet. Voilà. Le capitalisme aussi. On est face à deux systèmes de domination qui sont complets et totaux. Et pour nous, il est hors de question, en tout cas ce qui me concerne, de prioriser l'un au détriment de l'autre. Ça ne veut pas dire, pour autant, que ce qu'on a longtemps entendu dans le mouvement ouvrier, une fois que la révolution socialiste aura abouti, sera à son apogée, vous verrez d'un coup d'effet de baguette magique, l'égalité homme-femme sera présente. Ça, nous n'y croyons pas. Pour autant, et c'est en ça que le féminisme est une pensée critique comme l'est le marxisme, avec des courants, des sensibilités, régulièrement, dans le mouvement féministe, il y a des débats, et nous pouvons nous opposer à certaines féministes on va dire, comme tu l'as expliqué sur les féministes bourgeoises qui militaient plus pour le droit de vote, bien sûr qu'on a salué le fait de lutter contre le plafond de verre et que des femmes puissent devenir responsables dans les grandes entreprises et les comités d'entreprise du 440. On ne va pas dire oui, non, bah non, on ne veut pas, c'est pas la priorité. Bien sûr qu'on le veut. Mais notre priorité, c'est quid de toutes ces femmes, travailleurs précaires, travailleurs à temps partiel, chômeurs, retraités. Et notre priorité va plutôt aller vers ces femmes-là qui souvent assurent les tâches des femmes du 440, en sachant la garde des enfants, le ménage, parce que pour pouvoir assurer des responsabilités telles quelles, eh ben, il faut avoir un peu d'aide. Et souvent, cette aide-là, ce service à la personne-là, il est fourni par des femmes. Qui plus est, et là je vais rajouter une dimension, et je pense que Daniel complétera, qui est la dimension, alors même si je ne reconnais pas le mot, de race, à savoir que nous avons, pour nous en tout cas moi je me réclame de ce féminisme intersectionnel, à savoir que nous ne pouvons pas penser les systèmes de domination actuels sans croiser classe, genre, race. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel parc du 16e qui garde les enfants dans les parcs, vous regarderez les nounous, voilà. Ce sont toutes des femmes d'origine souvent étrangères, les filles au père, donc qui sont plus exploitées que les autres. J'habite la Seine-Saint-Denis. Quand vous habitez la Seine-Saint-Denis, vous avez déjà une mauvaise étiquette, mais j'ai
je le dis, j'ai la chance d'être blanche, voilà, et d'avoir un nom qui s'appelle Beauvois. Je m'appellerai Fatoumata, j'habiterai donc la Seine-Saint-Denis, je serai lesbienne, j'en rajoute une couche, hein, parce qu'on peut rajouter ça, plus ouvrière ou caissière, alors là, je cumule la totale. Et donc, tout ça pour dire que quand on pense, parce que nous, en tant que politique, c'est là que j'ai toujours les doubles casquettes, c'est un peu compliqué entre la féministe et la politique, même si c'est indissociable, hein, mais vous allez voir. On pense comment faire progresser l'idée féministe, l'idée de la lutte contre le patriarcat, dans le mouvement politique dans lequel on s'est inscrit. Moi, j'ai fait partie de ces féministes, même si j'ai commencé avant d'être engagée politiquement, j'ai été engagée à la Maison des femmes de Montreuil. Mon engagement a d'abord été sur le terrain féministe. Mais à un moment, j'ai eu besoin d'une traduction politique. Et là, c'est pas simple. Voilà. Et là, c'est pas simple. Et je vois certaines femmes que je connais ici, ou même d'hommes qui, pour d'autres thématiques, bataillent dans leur organisation. Combien de fois on m'a répondu « Ah oui, mais on verra après. Ouais, c'est bien, mais c'est pas la priorité. » Ou est-ce qu'on peut rajouter ce petit paragraphe pour dire que les femmes sont quand même les premières victimes des politiques austéritaires? Oh, encore? Oui, encore. Voilà. Et sur les violences, et ce que tu as décrit, bon, moi je suis ravie. Non, je ne suis pas ravie des violences. Je ne suis pas ravie qu'on en soit encore en 2018 à ce que, via un réseau qui s'appelle Twitter, qui a libéré la parole, certes, de millions de femmes à travers le monde, on en soit encore à dénoncer le harcèlement. Mais il suffit de lire les travaux de Françoise Héritier, de lire un certain nombre de travaux d'historiennes, ou de Michel Perrault, puisque j'ai la chance d'aller dans la faculté de Michel Perrault, pour voir que voilà, les femmes ont toujours été chosifiées depuis la nuit des temps, que leur corps et le contrôle de leur corps est un enjeu, pour comprendre qu'en 2018, on en soit encore à dénoncer toutes les formes de violence qui en découlent. Et pour lutter, et donc la question, c'est comment on lutte contre toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, sexuelles, mais qu'elles soient aussi professionnelles, parce que la violence économique, la violence sociale, elle est excessive. Je ne l'oppose pas, je pense qu'elle va de pair. Il suffit de voir les caissières qui sont mobilisées, soit parce qu'il y en a une qui a fait une fausse couche en caisse et qui a été virée le lendemain, celles qui se font harceler chez Lidl, elles se font harceler déjà parce qu'elles ont des conditions de travail extrêmement précaires liées à Lidl, mais en plus parce qu'elles sont femmes, qu'elles n'ont pas le droit de pause pipi. Bon voilà, je veux dire, il y a toute une série de choses. On l'a vu dernièrement, les femmes de ménage. On compte en plus sur le fait qu'elles ont moins la possibilité. Je parle des femmes de ménage dans les hôtels, il y a eu pas mal de mobilisation et elles ont gagné. Elles ont moins de possibilités de l'ouvrir, c'est plus difficile pour elles de l'ouvrir, elles sont plus précaires, c'est souvent des emplois plus difficiles. Donc on compte là-dessus. Et donc on a un système de violence qui est global, voilà, de domination qui est global. Nous, comment on fait quand on fait de la politique? C'est pas simple. Je pense comme toute bataille, comme la bataille contre la domination, le néolibéralisme et toutes les structures qui existent, je pense que déjà ça passe par de l'éducation populaire et de l'éducation. Alors je le dis parce que par ailleurs je suis institutrice et que c'est pas rien et c'est pas une boutade de dire que ça commence très tôt, voilà. Et que si dès l'école, même dès la crèche, hein, et il y a des crèches progressistes là-dessus qui existent, on déconstruisait tout ce qui fait qu'on intériorise le fait que ça, c'est lié aux femmes, et ça, c'est lié, en gros, c'est attribué aux femmes, et ça, c'est attribué aux hommes. Ça ferait aussi en sorte, voilà, que par exemple, dans les réunions, on est toujours à dire, ah oui, les mecs, ils prennent trop la parole, ou les mecs du SO, ils sont devant, ou voilà. Mais c'est pas toujours simple pour les femmes de prendre la parole en réunion. C'est pas toujours simple déjà de pouvoir être à la réunion, parce que c'est quand même elles qui assument souvent la tâche des enfants dans les couples séparés. Voilà, 72% des tâches ménagères. Vous le savez, tout ça, hein, tout est lié. Donc, et si dès la petite enfance, et même je le vois moi dans mon attitude d'enseignante, comme sur le viol conjugal que j'évoque avec mes élèves de CM2, par exemple, quand je fais première éducation à la sexualité, à la reproduction, j'explique que même quand on est amoureux, même chez papa et maman, bah, on force pas maman
on ne forcera jamais sa compagne à avoir un rapport sexuel, même dans le cadre du mariage. Ce qui m'intéressait ce qui m'intéresse philosophiquement dans la position abolitionniste, c'est de se dire, parce que je suis pour une sexualité épanouie et libre, pas parce que je suis pour qu'on sorte de l'aspect marchand, la question de la sexualité. Et je trouve que c'est intéressant que des petits garçons soient éduqués en se disant que la sexualité n'est pas quelque chose qui s'achète. On n'achète pas le corps d'une femme. Et c'est Clémentine Autain qui le dit assez bien. Je pense qu'on arrivera à une vraie liberté sexuelle quand le corps des femmes ne sera plus un enjeu. Tu le disais, la prostitution, elle est aussi dans le mariage. Notre autonomie financière, notre capacité à pouvoir gagner notre vie. Aujourd'hui, les femmes sont les premières à demander le divorce. Elles sont majoritaires à le demander. C'est bien que c'est parce qu'on a gagné une forme d'autonomie, et encore même si on gagne moins, mais en tout cas suffisante pour dire non, je ne suis pas obligée de rester mariée, je ne suis pas obligée, en tout cas, la sexualité ne fait pas partie d'un deal. Parce que bon, le patriarcat, le premier lieu du patriarcat, c'est aussi le couple, la famille. Donc voilà quelle est notre position. Après, sur l'abolition de la prostitution, nous, on avait exigé, mais des moyens phénoménaux. J'ai discuté avec des délégués aux droits des femmes qui sont sous la responsabilité des préfets, si je ne m'abuse, dans les départements. Je sais plus, il y en a une qui me disait qu'elle avait 20 000 € à l'année pour lutter contre la prostitution dans son département. Ou 30 000. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Quand il faut aider des femmes à sortir de tout ça, en termes de suivi psychologique, en termes de retour à l'emploi, de qualification, c'est extrêmement compliqué. De déconstruction aussi. Parce que, j'exclus bien évidemment, et puis on avait cette position aussi, on a cette position par rapport à la question de la traite, parce qu'on sait qu'aujourd'hui 80% de la prostitution en France est liée à la traite. Et qu'à un moment, même si 20%, non mais tout veut tomber, tout tombe, tout. Si 20% des femmes disent délibérément choisir de vendre leur corps parce qu'elles le souhaitent, je considère, décidément, nous on s'intéresse aux 80%. Voilà. Parce qu'à un moment, moi, mon engagement dans la vie en tant que femme, il a des répercussions pas seulement sur moi-même, sur l'ensemble des femmes qui composent la société dans laquelle je vis. Donc je ne pense pas je ne dis pas que c'est de l'égoïsme, parce que j'entends le discours de ces femmes qui disent « bah oui, moi je veux pouvoir, je considère que mon corps m'appartient et que je peux en disposer comme je veux, et pourquoi pas le vendre, je vends bien, voilà c'est le discours, je vends bien ma force de travail, mes bras quand je suis caissière, pourquoi je ne vendrais pas mon vagin ?» Voilà. Il y en a qui le disent comme ça et qui le revendiquent. Voilà. Donc bon, nous on est plutôt sur cette position. Donc alors après, tu as raison. Voilà, la loi aujourd'hui pénalise le client. Moi, ça m'intéresse d'expliquer aux petits garçons que bah non. Et puis en plus, tu vas avoir une amende. Globalement, il n'y a pas eu tant d'amendes que ça. Il y a des cours qui ont l'air d'être mis en place un peu sous le modèle canadien, mais qu'il faut développer à mort, comme sur les violences faites aux femmes. C'est-à-dire des groupes de parole d'hommes, parce qu'à un moment, il faut aussi soigner les bonhommes. Je veux dire, voilà, clairement. Mais on est loin d'avoir les moyens suffisants pour réellement lutter contre le système prostitutionnel. C'est pour ça que je dis plus système prostitutionnel que prostitution. C'est un système pour moi économique, marchand. Et donc, voilà, la loi ne suffit pas. Il y a besoin aussi que ça passe dans les esprits, ça traverse. Alors tu parlais d'Hubertine Auclair, pour rebondir. Le centre Hubertine Auclair qui a été créé par la région Île-de-France fait un travail par exemple formidable de déconstruction sur les manuels scolaires, la place des femmes dans les manuels scolaires. Mais vous allez halluciner, prenez les problèmes de maths, moi je fais ça avec mes élèves, on prend les problèmes, on regarde ce que fait l'homme, il est toujours dehors en bagnole, jardinier, maman elle est à la maison, elle fait de la cuisine, on lui demande combien de farine elle va utiliser, pendant que papa on va demander combien de litres d'essence il met dans le carburateur. Bon, dans le réservoir. Tu me cherches. Non mais alors, donc qu'est-ce que je ferais? J'en rêve, donc j'émascule tout le monde. Non. Je blague. Non, mais évidemment, tout le monde attend ça. Oh, une femme présidente, mais quelle catastrophe, on se souvient
Pourtant, bon, même si c'est pas forcément ma copine, mais on a bien vu les femmes politiques qui ont essayé, que ce soit voilà, ce qu'elles se sont pris dans la figure. Alors déjà, je vous avoue que, pour le coup, en tant qu'insoumise, je ne conçois pas la prise du pouvoir sans une prise de pouvoir collectif, tous ensemble. Certes, il y aura des porte-drapeaux, on en a un qui parle beaucoup, qui parfois n'est pas toujours taxé d'être le plus grand féministe de la Terre, mais il l'est en fait, hein, Mélenchon, il ne faut pas croire. Il est beaucoup plus intellectuellement qu'on peut... Bon, après, il a son côté latin, il le dit lui-même, voilà. Mais intellectuellement, il l'est. Non, j'ai dit ça, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Vraiment, sinon, j'aurais pas milité pour ce bonhomme depuis 15 ans bientôt. Mais il n'est pas tout seul à prendre le pouvoir. Voilà. Pas tout seul, on le voit à l'Assemblée. Hein. Moi, je suis extrêmement fière des femmes députées que nous avons. Mais aussi des hommes. C'est-à-dire que je pense que cette bataille-là, c'est pas une bataille que nous devons porter uniquement, nous, femmes. Merkel, Thatcher sont des femmes. Parisot était une femme toujours. Thatcher l'est plus, par chance. Et pour le coup, je rejoins les supporters de Liverpool, je crois, qui avaient chanté, quand elle est morte, dans le stade, ils avaient chanté Bitch is dead. Voilà. Mais très très fort, c'était très beau. Non, mais je blague pas, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on doit porter tous ensemble. Et je pense que ça passera d'autant plus dans la société que ce sera porté aussi par les hommes. Alors pas pour se donner bonne conscience, pour dire mais regardez, parce qu'on les a vus nous débarquer dans les réunions, les féministes, les mecs, des fois c'est souvent ceux qui ont le plus de trucs à régler, donc c'est un peu compliqué. Et souvent ceux qui ont l'air aussi les plus machos comme ça, c'est pas forcément les moins féministes. Donc faut se méfier. Mais en tout cas, j'aspire, voilà, puisque donc tu disais, donc présidente, c'est 2000, je sais pas, moi, j'arrive plus à compter à force. Donc d'ici là, nous serons tous féministes. La France insoumise sera féministe jusqu'au bout des ongles, je l'espère. Et une des premières mesures, non, ce sera le volet éducatif, voilà. Je pense que d'abord, ce sera les moyens donnés à ça. Les ABCD de l'égalité n'ont jamais été au bout. Ça a été un petit pet de mouche. Donc, il va falloir travailler à mort les questions éducatives. Je pense qu'il nous faut à nouveau un grand service public de l'édition de manuels scolaires. Il faut casser le monopole quasi exclusif du privé aujourd'hui. Ce qui évitera aussi qu'on ait de la littérature enfantine, le dictionnaire des filles, le dictionnaire des garçons. Et j'en arrive à la vision essentialiste. Et après, je termine. Est-ce que l'essentialisme est incompatible avec le marxisme et le matérialisme, c'est ça ? J'ai envie de dire philosophiquement. Après, pour moi, oui. Après, je ne dis pas... Je connais des féministes essentialistes qui mènent un boulot de dingue. Mais après, je fais partie, par mon école de pensée politique, que... il y a un discours dominant, il y a une déconstruction à faire, et que on est intellectuellement embarqué. Voilà. Quand elle dit, Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Alors certes, il n'y a que moi qui peux porter le bébé que je porte actuellement. J'ai des hormones voilà, qui ne sont pas les mêmes que mon voisin, et tant mieux. Et encore, faudrait que tu lises ce que fait la... Béatrice Preciado, mais qui s'appelle plus Béatrice maintenant, elle s'appelle... Paul. Voilà. Paul, elle a fait un travail terrible en prenant de la testostérone dans Testo Junkie. Bon, voilà, il y a tout. Il y a des choses en tout cas, je pense que voilà, on est construite d'abord par la pensée. Je pense que nous sommes des êtres avant tout de pensée, avant d'être des êtres physiques, et que ce n'est pas le physique qui induit une action, c'est notre construction sociale, notre construction intellectuelle. Donc, ce qui me fait souvent peur, c'est qu'en fait, on finit par nous dire « Ah oui, mais là-dedans, vous êtes plus doués, vous seriez meilleurs pour faire ça. » C'est ce qui fait que tu as des délégations qui sont données aux femmes, tu vois, dans les ministères. On va leur donner la santé, la petite enfance, parce qu'elles sont plus douées pour le faire. Après, je ne dis pas qu'une femme qui est ministre de la Défense, elle est forcément progressiste. Donc, mais je pense réellement qu'il faut s'attacher à déconstruire tout ce qui nous construit, mais qui nous a construit, moi, en tant que prolo, qui m'a interdit
mentalement d'aspirer à certaines choses parce que je me disais que je venais d'une classe sociale qui n'avait pas le droit de le faire, ce qui peut interdire à certaines personnes de franchir le cap d'un certain nombre de choses. Donc c'est plus ça, tu vois, qui m'intéresse dans la pensée non essentialiste. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah bah non, forcément. Mais c'est pour ça que la question de la pensée, de la construction. Hello, beauté. Alors voilà, je l'appelle beauté. Déjà, pof, tu te mets une baffe, tu déconstruis. Pourquoi la renvoyer? Non mais c'est pour vous dire, hein, Bon, elle est... Non mais en même temps, elle est magnifique. Voilà. Et on va pas se mentir. Ça va? Bonsoir, vous avez la parole. Alors, tu vas avoir la parole. Alors, on a vachement débattu. Tu sais pas ce qui a été dit, c'est terrible, ma chérie. Bah écoute, j'ai fait un peu d'intersectionnel, mais tu peux peut-être nous en remettre une petite couche. On va peut-être prendre des questions, vous laissez le